Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Kim et aujourd'hui, je suis très contente de vous accueillir pour une toute nouvelle entrevue. Ce n'est pas un secret pour personne. L'argent, c'est un des sujets les plus conflictuels dans un couple. Pour nous en parler, ils sont avec nous, Monsieur Pierre-Yves McSween, le charpentier de l'amour financier, et Monsieur Paul-Antoine Jeté, le spécialiste en finition, muni d'un papier sablé. Je les ai invités à se joindre avec nous. Bonjour à tous les deux. Salut. Vous, ça fait 20 ans que vous vous connaissez, d'abord chez Ernst & Young et ensuite à la Banque Laurentienne? Oui, en fait, Paul-Antoine, moi j'étais junior d'été, donc je rentrais avant lui, mais lui, il était un an en avant moi dans le niveau parce qu'il n'avait pas fait Polytechnique, puis il était allé directement comptable. Puis, un moment donné, je le croise dans le corridor, puis il me dit « Envoie ce papier-là à ce gars-là sur un fax, c'était une niaiserie. » C'était notre premier contact, alors je l'ai trouvé rigolo. C'est à partir de même. Super. Puis, vous avez aussi tous les deux un passé en enseignement. Je me demandais si c'est ce métier-là qui vous avait donné envie de créer un outil pédagogique pour les Québécois. C'est intéressant que tu effleures l'idée là, de l'enseignement. Tu sais, Pierre-Yves et moi, ce qu'on a aimé tout de suite, l'un avec l'autre, c'est de jaser de toutes sortes d'affaires. De se demander comment ça devrait marcher. Pas comment ça marche, comment ça devrait marcher. Effectivement, c'est pas étranger à l'idée que lui et moi, dans notre parcours, on est devenus ou on est resté. Moi, je suis resté prof. Lui, il est devenu puis il est parti. mais cette idée-là de l'enseignement, t'as raison, c'est quelque chose qui anime beaucoup notre façon de penser. La pédagogie est un peu au travers de beaucoup de notre carrière des 10 dernières années. L'indice McSween, c'est un travail pédagogique. On essaie de rendre ça le fun, mais dans un but d'apprendre quelque chose. Fait que, le livre, t'as raison, c'est un petit peu dans ce filon-là. Puis, quelque part, lui et moi, on a un plaisir intellectuel à se questionner, à réfléchir. Des fois, on s'appelle juste pour dire « ça marche pas, cette affaire-là, économiquement » ou « fiscalement, cette mesure-là n'a pas de sens ». Et on fait ça pour notre propre plaisir personnel. Donc, les livres, c'était une voie naturelle à dire on va arrêter d'en parler pendant 4 heures. Le premier livre, je voulais l'écrire de même, puis ainsi de suite. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Parfait, parce que pour ceux qui se cacheraient sous une roche et qui n'ont pas entendu parler de la facture amoureuse, ça couvre les sujets de mariage, de séparation, infidélité financière, de violence financière, bref, tous les aspects de la vie à deux et ses conséquences fiscales, financières et légales sur nos choix amoureux. D'abord, vous diriez que ça s'adresse à qui? Tout le monde qui pense à être en amour ou pas en amour. En fait, ça s'adresse à tout le monde, Paul-Antoine, je dirais, parce que, mettons que tu as 20 ans ou 15 ans, tu t'engages avec quelqu'un, tu vas savoir ce qui t'attend. Et si tu as déjà eu une relation, ou que tu en as une présentement, puis que tu as un deal économique, tu veux savoir s'il est logique, tu as un outil. Si tu es en fin de relation, tu as un outil. Si tu es en discussion pour séparer des actifs, tu as un outil. Et si tu veux te remettre en couple, tu as un outil. Si on résumait aussi le livre, moi, la chose qui m'a le plus frappée, c'est à quel point on met en commun les ressources passées, présentes et futures, puis à quel point c'est important que ce soit similaire. Pierre-Yves, toi, tu avais cette idée d'écrire sur ce sujet-là depuis quasiment 4-5 ans. Est-ce que c'était ton idée d'aller chercher Paul-Antoine pour se joindre au projet? En fait, ce qu'il faut savoir, premièrement, Paul-Antoine et moi, on est comme un match, tu sais. Paul-Antoine, chaque fois que j'ai fait un projet un peu fou dans ma vie, j'ai demandé son opinion, son aide ou de me reviser. Alors, les 2 premiers livres, je les ai écrits tout seul, mais j'ai envoyé les chapitres, puis lui, il revisait les chapitres. C'est-à-dire qu'il me questionnait, il disait ça, c'est pas bon, tu devrais aller là, ou t'as pas mis un calcul, t'as tout pensé à cette réflexion-là. Donc, il y avait un rôle de reviseur. Puis plus il avançait, plus j'étais là. Il y a au 3e livre, avec toute notre participation ensemble, je dis, moi, j'ai eu 2 succès avec les 2 premiers, c'est commerciaux. Je pense que le 3e t'amènerait quelque chose de complètement... Tu sais, c'est un sujet extrêmement compliqué de tout couvrir. Fait que je me suis dit, s'il y a un co-auteur, ça va amener une capacité de couvrir large, puis surtout, je voulais qu'il y ait les 2 mains dedans. Là, tu sais, il a travaillé plus fort, celui-là, là. Son nom est dessus, là, fait que, tu sais, il est écrit dedans, là, fait que, tu sais, je me sentais en équipe, puis avec le timing que je voulais le faire, c'était là. Puis j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide. J'écris vite, là, mais celle-là, je te dis, c'est celui dont je suis le plus fier, puis il y a 2 autres dessus. Fait que ça te démontre que c'était une bonne idée. Mais il était aussi, comme quand tu nous as décrit au début, moi, je fais du rough. Tu sais, j'écris vite. C'est une caricature qu'on t'a donnée parce que c'est un peu ça, c'est que j'écris extrêmement vite, mais parfois, moi-même, quand je me relis, je fais comme, ouais, il faudrait peut-être que je m'assouplisse un peu. Lui, il fait tout de suite.
C'est que, tu sais, il passe le papier sablé après, là, faire une belle finition, puis après ça, on met une belle peinture rouge par-dessus. C'est un peu ça. Avais-tu quelque chose à rajouter, Paul-Antoine? Tu sais, quand j'entends Pierre-Yves raconter ça de cette façon-là, je trouve ça gentil puis je trouve ça touchant. Tu sais, mais ultimement, moi, j'aime ça travailler avec Pierre-Yves. Tu sais, ça fait des années. Tu sais, avant, là, dans d'autres moments, là, ben, je l'avais appelé puis j'avais dit, moi, il y a du monde dans mon équipe qui manque puis c'est toi que je pense qui devrait venir. Fait que, tu sais, c'est comme un peu un retour. Tu sais, Ah oui. c'est juste que maintenant, c'est lui qui engage. Avant, moi, je l'avais amené sur des projets que j'avais faits, mais là, maintenant, c'est lui qui m'amène sur ses projets. En fait, tu m'as amené 2 fois sur des projets professionnels, puis depuis ces 2 fois-là, c'est moi qui t'amène, puis finalement, je te dirais que sur 22 ans que je te connais, là, je pense qu'il y a peut-être 1 an et demi qu'on n'a pas travaillé ensemble sur quelque chose. Peut-être même pas, tu sais. Fait que, on est tellement habitués à réfléchir ensemble que, tu sais, je le sais, moi, ce qu'il veut s'en aller quand il écrit un chapitre. Fait que c'est pas difficile là, de passer le papier sablé, puis c'est pas difficile de savoir, je le sais qu'il va manquer tel morceau, je le sais d'avance qu'il va le manquer, le morceau. Lui, il pense pas à ça. Moi, j'ai un autre point de vue. Fait que là, ben, on met ça ensemble. En amour, on dit vraiment que les contraires s'attirent. Est-ce que vous pensez que pour durer, c'est plus quelqu'un de similaire à soi qu'on devrait rechercher? Ouais, optimalement, pour vrai, optimalement, c'est 2 personnes qui pensent pareil, mais c'est parce que tu choisis pas quelqu'un, ton cœur, je balance pas par quelqu'un qui balance comme toi. Sinon, je me marierais avec moi-même. Tu sais, comme on s'entend. On le dit dans le livre, puis moi, je trouve la phrase encore bonne, je l'aime encore, tu sais. On tombe pas en amour avec un T4 sur 2 pattes, là. Non. Fait que c'est pas comme ça que ça marche. Mais la personne à qui tu tombes en amour, elle a un T4 par contre. T'sais, exact. Tu vis avec, peu importe. Mais non, mais on niaise beaucoup avec ça, parce que ce livre-là, c'est un outil pour se faire une maison financière conjugale intéressante ou en mettre un terme ou peu importe. Mais on dit pas au monde comment en vivre. Puis ça, c'est bien important de le souligner. On dit pas voici comment être heureux en couple, faites ça. C'est voici tous les enjeux et voici tous les angles morts. D'où l'idée que les 2 conjoints comprennent, se parlent et décident. Après ça, ils décideront ce qu'ils veulent, mais ils décideront en toute connaissance de cause. Puis moi, je dirais aux gens, si vous acceptez une maison, que vous payez à 2, puis qu'il n'y a pas les 2 noms sur le contrat notarié, ben il faut que vous y ayez pensé comme il faut, puis que vous soyez sûr de comprendre les enjeux. Parce que c'est quand même le plus gros actif de votre vie. Puis il y en a un qui je l'ai acheté avant de te connaître, fait que tu rentres chez nous, tu me payes un loyer pendant 25 ans. Au bout de 25 ans, il est juste à moi. Goodbye Charlie Brown. C'est ordinaire. Est-ce qu'à l'inverse, vous pensez qu'une relation qui reposerait pas sur une compatibilité financière est vouée à l'échec? Non, mais ça va être plus dur. Plus de chicanes. Ben, tu vas avoir plus de discussion parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'argent ou qui voient ça comme un sujet tabou, puis ils se mangent avec du monde qui sont rationnels. Mais je pense, pendant toi, tu me contrediras, mais généralement, dans les couples que je rencontre dans ma vie, il y a toujours une personne qui s'occupe des affaires plus que l'autre. Il faut en être conscient ou qui est plus intéressé par ça. C'est sûr que s'il y en a un qui est une cigale puis l'autre qui est une fourmi, puis que ils se rejoignent jamais sur leur projet commun, ben d'après moi, ça va être compliqué. On n'a pas dit que ça se peut pas. On dit que ça rend la chose plus compliquée. Vous avez donné beaucoup d'entrevues depuis la publication et le sujet qui semble faire le plus réagir, c'est lorsque vous conseillez aux 2 nouveaux partenaires de se montrer leur bilan, état financier, carte de crédit. Puis les gens, on dirait qu'ils sont comme mal à l'aise ou qu'ils sont pas prêts à le faire, ou du moins pas au premier rendez-vous. C'est quand le bon moment de le faire? Ben, c'est quand tu t'engages, je pense. Puis là, évidemment, à la télé, le monde niaisait. Là, il disait « Ah, première date, on se montre ton T4. » Non, mais tu sais, si tu sors avec quelqu'un, puis vous avez juste des relations physiques, puis vous sortez au restaurant, puis vous avez chacun votre vie, c'est bien correct, mais vous n'avez pas besoin de vous engager financièrement. Mais le jour où vous devenez conjoint de fait, que vous emménagez ensemble, que vous décidez de prendre un engagement commun, que vous faites un enfant, je peux pas croire que vous avez jamais montré quels sont vos actifs, vos passifs, vos obligations, vos dépenses. Parmi les critiques que j'avais entendues dans mon entourage autour du message de gens qui l'avaient pas encore lu, pour eux, c'était pas un critère premier de regarder les dettes de quelqu'un, que c'est pas des affaires qui devraient compter beaucoup. Parce qu'on leur répond, c'est ils peuvent vouloir dire ça, c'est correct. Quand on regarde plus factuellement les résultats de sondage, c'est assez clair que les gens y pensent bien plus que ce qu'ils le disent. Et plus ils vieillissent, plus ils se rendent compte. Ben oui. Plus tu vieillis, plus tu te rends compte, aïe aïe, hein.
Fait que l'idéalisme de dire que on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, là, ça dure une couple de semaines, là, puis après ça, tu t'achètes un sandwich avec du vrai argent. Fait que c'est malheureux, là, mais c'est ça la vie. Puis quand tu t'achètes une maison là, avec les taxes, puis tu dis bon, ben c'est 575 000 à cette heure une maison, parfait. Toi, t'es dit moi je peux mettre 20 000 au total, puis je vais m'endetter de 15 000, c'est le maximum. OK, donc moi, il faut que je travaille pour toi. Puis pendant toi, on dit pas de pas se patcher quelqu'un. Puis là, j'entends l'argument de Kim, là, de dire moi, c'est pas important quand je rencontre quelqu'un, il soit riche ou non. Non, t'as raison. Quand tu rencontres quelqu'un, faut que tu sois attiré, que tu trouves que la personne a de l'ambition, des compétences, peu importe. Il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui t'attire qui est un tout. Puis dans le tout, il y a la capacité d'être autonome. Puis tous les gens qui disent je m'en fous, je les ai entendus, ça fait 20 ans, je les entends. Aujourd'hui, ils me disent plus jamais. Je me demandais aussi, vous avez beaucoup lancé la pierre au compte conjoint dans le livre. D'ailleurs, j'ai pris mon rendez-vous à la banque pour remédier à ça. J'ai sauvé 126 $ annuels. Je me demandais s'il y avait une autre habitude financière que vous voyez qu'on devrait se débarrasser, qu'on n'a pas besoin. Il y en a plein. Écoute, des habitudes financières, ben c'est sûr. Là, je te rentrais pas dans le café à Saint-Pierre, je l'ai eu longtemps. La COVID m'a fait couper les affaires, moi. C'est spécial, hein? Mais une des bonnes habitudes, pour vrai, moi, c'est l'inverse. C'est prendre au lieu de mauvaise habitude, une bonne habitude. Le Québec, c'est le cuisiner. C'est un des postes les plus forts. Puis le deuxième, c'est la voiture usagée. Paul-Antoine et moi, là-dessus, on va s'entendre. Paul-Antoine, t'as eu une voiture neuve dans ta vie? T'as une Honda Civic, c'est tout ça? J'ai refait l'erreur j'en ai eu deux. Hein, c'était quoi l'autre? Ben, j'ai eu une Subaru neuve aussi une année, puis j'ai bien regretté. Pas bon, hein? Non, c'est bon, moteur plat, là, qui boit l'huile, je suis bien d'accord. Ben, j'aimais bien la voiture, mais j'aimais vraiment pas ce que ça coûtait, là. C'est cher, une voiture neuve. Bon, la voiture neuve, on va s'entendre là-dessus, mon père Antoine et moi. Moi, j'ai des meilleurs revenus que quand j'étais jeune. J'ai une plus belle voiture usagée, mais j'ai une voiture usagée quand même. Et pour moi, c'est dans les postes canadiens de dépenses, l'idée de changer sa voiture quand elle est encore bonne, moi, ça me dépasse. Il y a des choses, puis moi, j'ai une affaire que je garde, c'est mon manteau d'hiver pour faire du ski. J'ai fait des Jeux du commerce à HEC Montréal en 2003. J'ai eu des pantalons et un manteau. Je les ai encore. Chaque année, je dis, hey, je devrais m'acheter un nouveau kit. Mais chaque fois que je sors avec pour jouer dehors, il est encore chaud, il est encore imperméable. Donc là, je me dis, mais pourquoi tu changes? Parce qu'il est vieux. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est vieux qu'on doit le changer. Donc, c'est comme un conjoint, ça. Ouais. C'est pas parce qu'il est vieux faut que tu le changes. Mais en fait, plus tu changes ton conjoint, plus ça coûte cher. D'ailleurs, Joanne me dit, dévoiler ses actifs au conjoint à 20 ans, c'est quelque chose. À 55 ans, c'est différent. Personnellement, je serais pas à l'aise ou un peu gêné. Ben, je vous répondrais que c'est bien pire de dévoiler les problèmes une fois qu'on est pogné dedans que de les dévoiler au départ. Fait que si tu les dévoiles pas, que l'autre personne se rend compte que t'es un train wreck ou que t'as besoin d'aide ou que tu as des dettes, puis que tu as des dettes de jeu, ou peu importe, je trouve que c'est un mensonge qui va finir par vous péter dans la face. Sinon, je me demandais quel autre red flags vous avez quand quelqu'un veut se mettre avec une nouvelle personne, qu'est-ce qu'il doit regarder ou des phrases à catcher, parce que vous avez nommé comme exemple, puis ça m'avait bien fait rire, un paquet d'enveloppes de Revenu Québec caché dans un tiroir. Un huissier qui cogne, mais moi, c'est surtout le flux. Moi, j'ai vu des gens en affaires qui m'ont berné, des grosses bernes, là, on s'entend, j'ai pas été berné vraiment fort, mais des gens à qui je faisais confiance pour un contrat, puis que je posais des questions parce que j'avais des red flags. Puis quand une personne fait l'évitement, vérifiez. Moi, c'est là... C'est pas clair, là. Quand c'est pas clair, comment ça se fait que c'est pas clair? Un bon exemple, c'est comment tu gagnes ta vie? Puis si ça s'explique pas en 20 secondes... Tu sais, le Tinder Swindler, l'arnaqueur de Tinder, tu sais. Ouais. Le gars, j'ai des parents dans le diamant, puis je voyage. OK. Mais dans la vraie vie, là, c'est une personne, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis il est pas grave en 30 secondes de t'expliquer comment sa business fait de l'argent, posez-vous des questions. C'est assez simple, normalement. Import-export. Ouais, l'import-export. L'import-export, ça, c'est l'autre point. Le train de vie, tu sais, moi, je gagne bien ma vie, puis ça prend tout un revenu pour vivre la grosse vie. Fait que tu l'as un red flag, là, le mot simple, c'est honnêteté. Dans le fond, l'honnêteté l'un envers l'autre, l'honnêteté dans le système, quelque part, là, c'est rare que ça n'a pas été bon pour les gens, ça. C'est plus le contraire qui arrive d'habitude.
Niveau enfant, je voulais parler parce que c'est un sujet assez délicat qui avait été abordé dans les 3 livres, dans le fond. Puis je trouvais ça vraiment drôle. Ben moi, j'ai trouvé ça drôle. Il y en a plein qui ont été choqués par le ton baveux avec lequel vous avez dit que si vous emmeniez vos enfants à Disney, mais que vous ne leur avez pas ouvert un régime d'épargne études, vous êtes des mauvais parents ou irresponsables. Je pense que vous avez employé les 2 termes. Choisissez celui qui fait votre affaire. Là. Moi, ce que j'aime, c'est Paul-Antoine. Au lieu d'amener ses enfants à Disney, il a acheté des actions de Disney dans les placements de ses enfants. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Ils vivent le monde merveilleux de Disney, mais tout le monde va le payer, puis lui, il encaisse. Moi, j'adore ça. Mais Paul-Antoine et moi, on est d'accord sur une chose. Puis les gens même qui vont à Disney, ils se sont fait dire à un moment donné dans leur vie que c'était la plus belle chose au monde. Puis ils ont cru, comme Disney+, là, c'est une infopub pour aller à Disney, c'est ça que c'est. Puis je suis abonné à Disney+, là, mes enfants regardent des bas. Non, mais moi, dans mes valeurs à moi, aller à Disney, c'est pas une expérience de vie dont le coût est proportionnel à ce que ça vaut dans l'imaginaire de peu importe. Mais il y a pour des parents, ça vaut ça. Mais ce que je dis juste, c'est que je suis surpris que tu aies de l'argent pour aller à Disney, mais t'as pas d'argent pour ouvrir un RE quand ça va changer l'avenir de tes enfants, puis que l'autre va avoir des beaux souvenirs d'un voyage que les oreilles de Mickey Mouse coûtaient 22 piastres US. Je veux dire, c'est beau, la magie de Disney, c'est un centre commercial pour enfants. Je veux dire, c'est pas l'apothéose du bonheur pour moi. On est taquin, mais on l'assume totalement. Moi, j'aime mieux offrir des vacances d'été à mes enfants sur le bord d'un lac que les amener à Disney, puis ça, c'est un choix bien personnel. T'as raison, là, Kimi. Ça se veut choquant. Hein? C'est baveux. C'est un mécanisme pour faire réfléchir, ça. Pour faire réagir. C'est de la pédagogie. Je veux dire, tu fais exprès de mettre le feu, puis après ça, tu regardes ce que ça fait. Mais c'est exactement ça, là, cette idée-là, de dire, regardez, là, on va vous juger, là, vous avez pas mis assez d'argent dans la RE, mais vous avez les moyens d'aller à Disney. Mm-hmm. Mais quelque part, si ça choque les gens, c'est peut-être parce que c'est un peu vrai. Si ça les, tu sais, si c'était pas vrai, ça les choquerait pas. Là. Non, mais c'est assumé qu'il y a Disney et qu'il n'y ait pas d'argent pour les études de leurs enfants et qu'ils les aiment pour vrai. Tant mieux. Quand l'enfant arrivera à l'université, s'inscrira au bac à l'UQAM, en Sciences Po, puis que là, il arrivera à son père, puis il dit, qu'est-ce que tu me donnes? J'ai rien, je t'ai amené à Disney. Ouais, mais mon ami, lui, son père, il a mis des RE, puis sa mère a amené aussi, pour au total, il a 50 000 $ pour payer ses études. Ah! Mais toi, t'as vu Mickey Mouse. Mais ça, c'est un faux dilemme, parce que tu peux faire un et l'autre, mais on dit Disney. Ça peut être une voiture de l'année, ça peut être ta voiture avec ton aileron arrière, ça peut être ton VTT, ça peut être n'importe quoi. Mais moi, dans mes valeurs, tu mets un enfant au monde, si tu as 208 et 33 de lousse par mois, ton premier 208 et 33, c'est là qu'il va. Après ça, tu iras au resto. Après ça, tu te paieras du fun. Mais ça peut être moins, ça peut être 50$ par mois, ça peut être 100$. Mais je ne comprends pas, surtout que c'est une subvention. Les gens chialent que le gouvernement charge trop d'impôts, puis quand il t'envoie un chèque, t'en profites pas. Pour Antoine, puis moi, t'es à Laurentienne, OK? À l'époque, là, quand on mettait 6$, la Laurentienne mettait 4$. En fait, on mettait 6% de notre paye, puis la Laurentienne mettait 4% dans notre régime de retraite. C'est quoi, il y en a qui mettaient pas 6% pour se payer d'autres choses? Puis nous autres, on disait, ben, c'est bien grave. Ils diminuent leur paye. Mais, tu sais, c'est un choix. C'est ça répond un peu à comment ils peuvent épargner quand ils ont de la misère à payer leurs dépenses. C'est une question de où est-ce que tu mets tes dépenses, est-ce que tu le mets en épargne. C'est pour ça qu'on a payé 3 livres. Là. On a fait 3 livres pour expliquer la vie financière, pour pas se ramasser là, mais ça arrive. Puis là, t'as dit, je suis d'accord, mais c'est dur à épargner quand t'es monoparental, que tu n'as pas de pension, qui gagne à peine le salaire minimum. Si t'es monoparental, que tu gagnes le salaire minimum, t'as un chèque qui arrive, c'est le gouvernement, puis il est très gros. Paul-Antoine va être d'accord avec moi. Ça te fera pas vivre riche, là. Mais tu vas avoir de l'allocation canadienne pour enfants, de l'allocation famille, du crédit d'impôt pour solidarité. Tu sais, il y a de l'argent d'un imposable qui rentre, puis ça, dans les calculs, on n'en parle jamais. C'est énorme. Tu sais, tu vas recevoir une paye, tu sais, de côté par mois. Puis, il y a personne qui a dit que c'était facile d'épargner, jamais, là. Tu sais, c'est sûr que tu renonces à quelque chose aujourd'hui pour pouvoir mettre de l'argent pour plus tard. C'est une certitude. Mais personne n'a dit non plus que tu étais supposé d'atteindre comme les jeunes qui veulent devenir des FIRE, là, des retraités très jeunes. Il fallait mettre 50, 60, 75% de sa paye de côté. Mais un petit montant, régulier, longtemps, finit par être très gros. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Fait que ultimement, même quand on a des moyens très limités, ben, faut quand même faire un petit montant. Puis le petit montant qu'on peut, pas
pas le petit montant pour être plus capable de manger. Mais oui, malheureusement, l'épargne, c'est une bonne habitude. Ça va toujours l'être. C'est vrai que c'est plus dur pour certains, là. Plus que t'es riche, plus c'est facile. On est tous d'accord avec ça, c'est tout vrai. Tu sais, moi, je vis dans un duplex, juste ce choix-là, c'est un choix personnel, je te donne l'exemple. Ici, t'es dans ma cave. Ça, ici, quand j'ai acheté, c'était le fond du garage. Mais tu sais, avec mon niveau de revenu actuel, il y a plein de monde qui dirait comment ça fait que tu couches encore dans le fond du garage. Ben pas dans le fond du garage, mais tu sais, dans le sous-sol en bas. Ben, je suis bien. Fait que tu sais, aussi le côté de pas nécessairement trop monter son standing quand t'augmentes ta paye, t'augmentes tes revenus, c'est un bon exemple. À un moment donné, t'as atteint un mode de vie confortable. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a une pièce de plus qui rentre, faut peut-être te mettre plus de pression, alors que tu peux aussi dire, hey, je vais en revenir pas mal plus relax. Puis j'en parlais avec Paul-Antoine l'autre jour, je dis, hey, je suis fatigué, tu sais. Je pensais pas qu'un jour, je serais fatigué de même. Puis il dit, ben, c'est ça qu'on oublie souvent. Quand t'as 40 ans, t'es fatigué. T'as passé 20 ans à travailler. Fait que t'as plus la machine que t'étais capable de sortir quand on s'est connus au début, lui et moi, puis on se dit, ben, c'est ça. C'est un autre argument pour l'épargne systématique, c'est que quand tu vieillis, ça devient tough, le marché du travail, à un moment donné, puis tu dis, je suis moins capable que j'étais capable d'en prendre. Puis c'est juste une question de comment qu'on le voit, là. C'est pas se priver, c'est se payer à nous-mêmes plus tard, là. Puis en plus, ce dollar-là va valoir plus tard. On dirait que tu as lu 3 bons livres. Moi, j'ai écouté toutes les entrevues qui s'est faites de Pierre-Yves, balado, presse, médias, télévision. Donc, j'étais préparée. On va parler de réception du livre, parce que c'est toujours le fun une fois qu'on a écrit quelque chose de voir les retours. C'est quoi les retours que vous avez jusqu'à présent? Avez-vous causé quelques ruptures amoureuses? Ah ben non, on a eu des éveils, je dirais. Moi, pardon, des exemples. Moi, j'ai eu des exemples plus des gens qui m'ont dit, regarde, je me suis fait avoir par mon conjoint ou ma conjointe, voici ce qui est arrivé. Ça, j'ai vu ça. T'sais, mais c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, là. C'est quelque chose c'est un éveil. Moi, j'ai eu des commentaires d'éveil. Puis beaucoup de gens aussi, des gens qui lisent ça, qui disent avoir su. Je l'ai acheté pour mes enfants. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Ma fille, mon gars se marie, mon gars, ma fille est jeune. Je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Je veux qu'ils gèrent ces affaires. Je leur ai donné. Moi, j'ai entendu beaucoup plus de femmes, là, pour le moment. Peut-être que les gars nous en parleraient moins ou ils en parleraient avec une bière, là, mais là, à date, il y a plus des femmes qui sont venues me voir qui m'ont dit, je l'ai lu, j'ai réalisé des choses, puis j'ai le goût d'ouvrir la discussion avec mon conjoint. Puis, de ce que j'entends, à date, ben, ça vire pas tout croche, là, tu sais. La discussion porte fruit. Dans le fond, ce qu'on voulait là-dedans, c'est que les couples puissent réduire la symétrie d'information. Dire, on va mettre les deux sur la discussion avec un plateau commun. Après ça, faites des choix que vous voulez. Puis on dirait que ça, en tout cas, moi, à date, les gens qui m'en ont parlé, ils me disent, ça marche. L'autre affaire que j'ai vue, moi, c'est une personne qui l'a acheté. Là, son chum, sa blonde dit, moi, je veux rien savoir de cette affaire-là. Mais, une fois que tu vois ta blonde ou ton chum le lire dans le salon, passe au travers. Prendre des notes, souligner des passages, mettre des post-it, puis que ton chum ou ta blonde le laisse à la table, elle s'en va, la personne. Toi, tu veux savoir ce que l'autre sait que ce que tu savais pas qu'il savait, là. Comme dirait André Sauvé, tu sais. Non, mais là, tu regardes le livre, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu savais, mais que tu savais pas que tu voulais savoir, que tu aurais donc dû savoir. Puis là, ta blonde ou ton chum veut le savoir aussi, donc va le lire pour avoir la même information. Parce que là, si ton chum ou ta blonde l'a lu, là, il est en train de se préparer, tu vas être capable de comprendre. Donc, c'est un livre qui se lit tout seul et à deux. Voilà. J'avais entendu une journaliste d'Urbania qui avait décrit Pierre-Yves comme le grand méchant loup du conte des 3 petits cochons qui souffle sur la maison de notre couple pour tester si elle est faite de briques ou de paille. Est-ce que c'est votre intention de tester la solidité des couples? Pas vraiment. Notre but, c'est de les aider. En fait, c'était pour que ceux qui ont une maison de paille mettent des briques en arrière. Puis ceux qui ont une maison de briques mettent un peu de décoration dedans. Tu sais, dans le fond, c'est pas juste rationnel, l'amour, là. Puis ça, on l'a dit, là. On n'a pas dit qu'on est des meilleurs exemples que les autres, là. Ça, c'est l'autre affaire. On dit pas faites comme nous autres. On dit, ce sujet-là, voici les enjeux. On les a peut-être mal gérés nous-mêmes, puis que là, on les gère mieux ou vice-versa. Tu sais, quand les gens nous mettent le livre d'en face, puis c'est souvent le réflexe des gens qui nous interviewent, là, c'est pas un livre sur nous. C'est un livre sur les finances de couple au Québec, légal, fiscal, et moral aussi, puis éthique, puis tout ça. Ben, moi, pour vrai, il y a pas de, tu peux pas laisser en disant, il me dit comment être en couple. Non. Il dit, quand t'es en couple au Québec, voici ce qui se passe. Tu liras ça. C'est 400 pages de contenu. Pour vrai, là, c'est tout
sauf prétentieux de dire qu'on sait tout, puis qu'on comprend tout, puis qu'il y a une seule façon de faire. Ça, c'était vraiment, à l'origine, là, ça a jamais été ça le but du livre. Maintenant, le but du livre, par exemple, il était réellement de dire, est-ce qu'on est capable de donner en un titre les vraies affaires? C'est pas mal l'inventaire de tout ce qui peut se passer. Et je pense pas qu'on a tout l'inventaire de ce qui peut se passer, mais on a une méchante gang de la patente de l'inventaire. Juste la jurisprudence, le chapitre de la jurisprudence, de me démontrer une affaire, c'est que les jugements des tribunaux, ils sont aléatoires un peu parce que c'est à la discrétion du tribunal. Donc, on demande des situations où tu te dis, ça n'a pas d'allure, le juge a donné ça. Une autre situation, le juge l'a pas donné. Puis tu dis, ben pourtant, c'est des situations qui semblent équivalentes parce que chaque personne a sa réalité. Donc, on a aimé ça de voir que finalement, aller en cours, c'est un accident de train pour tout le monde. T'es mieux de bien t'entendre dans une médiation avant, puis que les règles de la loi là sont pas correctes. Fait que même quand tu respectes la loi, tu dois te questionner comme payeur-receveur de dire, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est une logique derrière? Puis en arrivant à un terrain d'entente. Avez-vous une réponse de Monsieur Boulris? La lettre au député, non? Ben non, ça c'est une lettre que j'avais envoyée, hein? Je pense qu'il était occupé, hein, avec la COVID, les députés, là. Mais là, Monsieur Boulris, ça s'en vient. Je pense que c'est la première fois de votre vie que vous avez une lettre écrite puis que c'est marqué dans un livre puis qu'il y a une copie à la fin. Il y a une anomalie fiscale dans les réalités fiscales des gens séparés à cause d'un crédit d'impôt au Canada. Puis pour les faire changer, il faut que le député le change, puis amène ça au Parlement. Puis ça fait 10 ans que je suis au courant de ce crédit-là, il y a un problème, puis c'est pas encore réglé. Ben, je vous le demande, M. Boulris, encore une fois, mon député de circonscription. Je vous demande de regarder ça, parce que c'est votre responsabilité, vous et tous vos collègues, là, au lieu de vous chicaner à la Chambre des communes. Je vais finir en glissant un mot sur le palmarès des meilleurs vendeurs, parce que je pense que vous êtes dans le top 3 à ce jour. Ben, félicitations. Merci. J'ai été vraiment intéressée de voir que vous avez agacé des gens. Ça les dérange d'avoir vu un livre de finances au top. Là. Ouais, mais ça m'arrive à chaque fois. Je vais être bien honnête avec toi. C'est que il y a des gens qui disent que dans une librairie, on devrait vendre que des livres littéraires. Et bon, de mon point de vue, puis ça, c'est un point de vue bien personnel, un livre, oui, il y en a qui c'est une œuvre d'art, il y a des livres pratiques, il y a des livres, il y a plein de sortes de livres. Puis c'est comme un portefeuille financier. Pour avoir des CPG, ça prend des actions, puis ça prend aussi des obligations. Ça prend toutes sortes de livres pour faire un portefeuille équilibré de libraire et payer ton loyer. Et si notre livre permet de vendre à beaucoup de gens, puis que ces gens-là arrivent en librairie pour acheter le livre, qu'en même temps, voient un livre d'un auteur littéraire puis l'achètent aussi, ben c'est win-win. Puis si ces personnes-là, en plus, ça les amène à aller dans une librairie, c'est win-win. Puis si on réussit à faire vendre des livres en librairie, que les gens auraient peut-être pas acheté d'autres genres de livres, ça amène de l'argent au libraire pour qu'il puisse mettre sur sa tablette un livre littéraire. Puis ça, l'industrie doit se le mettre d'en face. C'est pas grave qu'il y ait une huile d'olive à côté des livres dans le même magasin. Je sais que ça choque parce qu'ils voient ça comme une œuvre d'art, mais moi, je pense que tous les livres ont leur place. Je pense que mettre des livres à l'index par idéalisme, c'est pas vivre dans la société dans laquelle on vit. Si on était juste des lecteurs qui lisent des livres littéraires dans notre vie, puis qu'on faisait juste lire, ben on n'aurait pas une société équilibrée. Ça prend toutes sortes de monde, mais ça prend toutes sortes de livres. J'ai ri à cause évidemment du parallèle avec le portefeuille équilibré, mais moi c'est ça, je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il y a un public pour toutes sortes de livres. Puis un best-seller au Québec, c'est entre 1000 et 3000 copies vendues, puis il y a eu un 350 000 de ventes des 2 premiers exemplaires seulement. Moi, je me suis dit, rendu là, c'est pas un hasard, tu sais, vous l'avez pas volé non plus. Là. On a forcé personne. Puis comme on dit, moi j'ai toujours dit à Paul-Antoine, quand j'écris un livre, c'est parce que j'ai un propos, puis je trouve qu'il est utile. Je me dis tout le temps, est-ce que je l'achèterais? Si la réponse c'est non, je l'écris pas. Puis celui-là, là, c'est toutes les questions que moi, je me suis réellement posées dans la vie. Donc, pour vrai, c'est le livre le plus utile des 3. C'est celui qui touche tout le monde. Tu sais, Liberté 45, c'est un plan de vie, de logique financière. Ça, tout le monde est affecté par ça. Même si tu veux pas être affecté, tu vas l'être. Donc, voilà. Je suis très fier de ça. Mais merci Paul-Antoine, d'ailleurs, devant le public, d'avoir embarqué dans cette folie. Merci à toi. Tu sais, je veux dire, encore, je reviens. On a fait quelque chose qui était plaisant, qui était le fun. Oui. Puis, tu sais, en plus, il est probablement utile. Fait que tant mieux s'il se vend, mais à date, je pense qu'il se vend.
Est-ce que vous avez d'autres projets, soit ensemble ou chacun de votre côté, outre votre émission? Boire du vin dans un chalet. Ça, ouais, ça, là, on est plus que dû, là. Là, on a le droit d'avoir de la visite, là. Fait que, tu sais. Ouais. Ça, on est plus là. Tu sais, moi, j'ai passé 2 ans en pandémie à gérer mes enfants, à faire l'école à la maison, à faire 1000 affaires. Puis j'ai sorti 2 livres pendant la pandémie. Tu sais, pour vrai, j'avais pas ce plan-là. Moi, le problème, c'est qu'une moment donné, je décide c'est là, puis je le fais. Mais là, j'ai besoin de prendre un break. Fait que là, si j'en fais un 4e livre, ben, c'est pas tout de suite. J'ai des idées, mais je te les donne pas publiquement parce que ça me tente pas de me les faire prendre. Mais puis mine de rien, là, à travers de tout ça, on a quand même une 6e saison de l'Indice McSween à écrire et tourner. Fait que, c'est ça. Fait qu'on peut se concentrer là-dessus. Là. C'est ça. Dans le fond, le projet, c'est finir le livre, là, le vendre, il est en train de se vendre. Bon, ça, c'est réglé. On fait l'Indice McSween. Puis moi, ça se peut que l'année suivante, je fasse rien d'autre que des chroniques radio. Puis tu sais quoi? Ça serait correct aussi. Ça me ferait du bien de me reposer parce que je vieillis, j'ai des cernes, des cheveux blancs. Pour vrai, Paul-Antoine puis moi, on a un désir de prendre juste une petite pause. Tu sais, on finit des projets, on les fait, là. Après ça, on veut, tu sais, peut-être se reposer un peu. Puis des fois, on est comme une terre arabe. Il faut la mettre en jachère pour qu'à un moment donné, les légumes repoussent un peu plus de qualité. Il faut que tu prennes le temps de te reposer ton cerveau, puis je pense que c'est là que je suis rendu. T'sais, quand on vit des expériences, on trouve d'autres idées. Oui. Mais pour vivre des expériences, ça prend du temps. Faut pas juste travailler dans la vie. Fait que c'est un petit peu ça, là, la mentalité qu'on a de ce temps-là. Là. Ah ben c'est super. Je vous souhaite du bon repos puis de travailler dans les choses qui vous intéressent. Je voulais conclure pour ceux qui n'avaient pas encore acheté le livre, qu'il est disponible dans toutes les librairies. Puis je vais terminer sur une citation que j'avais vraiment beaucoup aimée. L'argent, c'est un excellent outil pour démontrer son respect de l'autre ou son non-respect. Donc, j'espère que ça va vous marquer. En terminant, je vous remercie à tous les deux d'avoir été là avec moi, puis à tous ceux qui ont été présents durant la diffusion en direct et qui ont interagi avec nous. On vous souhaite, bien entendu, de trouver votre âme sœur, c'est-à-dire la personne qui a le score de crédit le plus similaire à vous. Ou pas! Hein? Rester seul est un beau choix aussi, là. Tu sais, je veux dire, une parole d'un sage. Un sage m'a dit, à un moment donné, il dit, moi, j'ai 50 ans. Une personne qui entre dans ma vie, c'est un plus. Et c'est vrai qu'en vieillissant aussi, si se matcher pour se matcher, c'est plus nécessaire. Tu sais, t'as plus un plan de famille. T'es rendu à dire, ça doit être un plus. Donc, c'est pas un objectif non plus. Peut-être la société nous a mis ça dans la tête, mais être à 2, c'est le fun. Mais si ça ne donne pas, vous avez le droit aussi. Tu sais. Moi, je trouve que c'est beau d'être aussi ailleurs dans sa vie puis de dire, moi, ça me convient pas. Puis moi, je respecte ça. Excellent. Donc, merci encore pour votre temps. Puis, si jamais vous en avez pas encore eu assez, je vous invite à voir la première entrevue qu'on a faite pour Liberté 45. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, puis abonnez-vous pour d'autres contenus du livre. Bye bye!